Kiev plongé dans le noir, une riposte sans précédent. La guerre a-t-elle changé de nature? Tout commence avec l'assassinat du général russe Fanil Sorvarov, mené par une opération ukrainienne sur le territoire russe. Cet acte, perçu comme une provocation majeure, a immédiatement déclenché une réaction d'une ampleur jamais vue jusqu'ici. Dans la nuit du 27 décembre, la capitale ukrainienne subit une offensive d'une brutalité inédite. 40 missiles et près de 500 drones fondent sur Kiev, ciblant méthodiquement les infrastructures électriques majeures de la ville. Les explosions se succèdent, les incendies ravagent les centrales et la moitié de la ville se retrouve plongée dans l'obscurité totale. Dès lors, 50% des habitants de Kiev perdent non seulement la lumière, mais aussi leur accès au chauffage, à l'eau chaude et parfois même au réseau de communication. La disquette noire, comme l'appellent les habitants, transforme chaque appartement en îlot d'incertitude, au rythme des brèves lueurs qui clignotent toutes les 5 minutes avant que la nuit ne reprenne ses droits. Du côté russe, cette riposte est présentée comme inévitable et proportionnée. Chaque attaque ciblée sur un haut responsable militaire russe appelle, selon le Kremlin, une réponse tout aussi stratégique et destructrice. Pour Moscou, c'est une question de dissuasion et de prestige, mais pour Kiev, c'est une épreuve de survie où chaque jour, sans électricité, fragilise la résistance et la cohésion nationale. Au cœur de cette escalade, le risque devient existentiel. Kiev n'est plus simplement un champ de bataille militaire, c'est maintenant la population civile qui paie le prix fort, risquant la perte totale d'accès à l'électricité, à la sécurité et à une stabilité déjà vacillante. L'Ukraine, quant à elle, voit chaque attaque réduire un peu plus ses capacités d'autonomie, entamant non seulement son infrastructure, mais aussi le moral de ses citoyens. Mais comment a-t-on pu franchir cette étape fatidique? Pour comprendre la mécanique de cette escalade, revenons sur les événements et les choix qui ont précipité Kiev dans cette crise. Il n'a suffi que d'un seul événement pour que la ligne rouge soit franchie. L'opération ukrainienne, ayant visé le général Fanil Sorvarov sur le sol russe, a bouleversé l'équilibre fragile du conflit. Bien que les détails de cette action restent partiellement confidentiels, son impact symbolique est immense. Tuer un officier aussi haut gradé, et ce, en territoire adverse, marque une escalade spectaculaire dans la guerre secrète entre les deux pays. Pour Vladimir Poutine, la réponse ne pouvait qu'être immédiate et inévitable. Quelques heures seulement après l'annonce de la mort de Sorvarov, il avertit publiquement que Kiev paierait un prix lourd, promettant une riposte d'une ampleur inédite. Mais la capitale ukrainienne était déjà sur le fil du rasoir. Les réseaux électriques de Kiev, affaiblis par des mois de bombardements répétés, fonctionnaient à la limite de la rupture. Chaque attaque précédente avait réduit les marges de manœuvre. Les réserves étaient épuisées, les réparations temporaires tenaient en plus du bricolage que d'une véritable restauration du réseau. Pour pallier ces failles, l'Ukraine avait dû importer de l'électricité depuis l'étranger à des prix exorbitants. Cette dépendance mettait à mal l'économie nationale déjà sous tension, tout en exposant la population à des coupures fréquentes et imprévisibles. Dans la capitale, ce climat d'incertitude avait déjà commencé à éroder la vie quotidienne. Les familles s'organisaient autour de cycles de lumière et d'obscurité qui se succédaient, parfois toutes les 5 minutes. Le moindre incident technique suffisait à plonger des quartiers entiers dans le noir, mettant en péril la sécurité, la santé et le moral de millions de civils. Ignorer cette vulnérabilité énergétique, c'était accepter le risque d'un effondrement social et économique. Dans une mégapole comme Kiev, la moindre défaillance du réseau électrique pouvait paralyser les transports, les hôpitaux, l'approvisionnement en eau et la communication, menaçant l'ordre public autant que la cohésion nationale. Mais la riposte russe ne s'est pas limitée à une simple frappe punitive. Elle marque le début d'une stratégie nouvelle et beaucoup plus profonde. Ce n'est plus une simple guerre de position, c'est une guerre d'usure ciblée. La riposte russe ne cherche plus seulement à frapper l'adversaire sur le front, mais à démanteler méthodiquement le cœur énergétique de Kiev, pièce par pièce, comme un mécanisme dont on retire les engrenages les plus précieux. Tout commence par une opération soigneusement étudiée. Les frappes se concentrent sur les centrales emblématiques TETS-4, TETS-5, TTS-6, le barrage stratégique de Vijhorod, ainsi que la sous-station à 750 kV, point vital du réseau électrique urbain. Chacune de ces cibles est sélectionnée pour sa capacité à plonger de vastes quartiers dans l'obscurité et à paralyser le système. En quelques heures, la ville est frappée par une cascade de pannes. Les quartiers s'effondrent dans un blackout généralisé que les habitants surnomment déjà la disco noire. La lumière clignote, s'éteint, revient quelques minutes plus tard, puis disparaît à nouveau.
Cette instabilité sème la panique, brise les routines, efface la frontière entre la sécurité et l'incertitude. Mais ce n'est pas qu'une question de missiles. Les Russes innovent dans l'art de saturer la défense anti-aérienne. Chaque vague de drones précède ou accompagne les projectiles, forçant les opérateurs à choisir entre des dizaines de cibles en mouvement. Les batteries anti-aériennes sont harcelées sans répit. Leurs munitions s'épuisent à une vitesse alarmante. La stratégie va plus loin avec l'utilisation de ballons réfléchissants, de simples leurres radars qui simulent la signature de missiles réels. À chaque ballon abattu, ce sont des missiles très coûteux, perdus par la défense ukrainienne, tandis que l'ennemi n'a dépensé que quelques centaines d'euros. C'est un jeu d'usure économique où chaque nuit affaiblit la capacité de Kiev à protéger ses infrastructures. L'efficacité de la doctrine russe tient dans sa précision. Il ne s'agit pas de tout détruire à l'aveugle, mais de viser les points névralgiques, là où la moindre coupure entraîne une réaction en chaîne. Les incendies se multiplient, certains dégâts sont irréparables à court terme, et même si quelques centrales survivent, la transmission de l'électricité devient impossible à assurer sur l'ensemble du réseau. La ville suffoque sous la fumée, l'odeur âcre envahit les appartements, tandis que les habitants, privés de chauffage et de lumière, s'organiseront pour survivre. Ce n'est plus seulement l'électricité qui manque, c'est la promesse du retour à la normale qui s'effondre un peu plus à chaque heure de blackout. À chaque frappe, la résilience de Kiev se fissure. La population déjà éprouvée fait face à de nouveaux dangers toxiques, à une crise humanitaire accélérée et à la perspective d'un hiver sans lumière ni chaleur. La doctrine russe ne vise pas seulement à faire plier le front, mais à épuiser la nation, à saper le moral et la capacité de résistance des civils. Mais au-delà de l'obscurité et des chiffres, ce sont les conséquences à long terme qui inquiètent le plus. Car ce blackout n'est qu'une étape. Bientôt, c'est tout l'équilibre social, économique et politique de la capitale qui vacille sous les coups répétés. Que se passera-t-il lorsque l'espoir diminue et que la peur devient la norme? Et si le prochain coup portait véritablement le coup de grâce à la capitale? Depuis la nuit fatidique, Kiev subit une destruction progressive, méthodique, où chaque attaque vient ajouter une nouvelle couche de ruines à l'infrastructure déjà vacillante. Cette stratégie, parfois qualifiée de contrôle des réparations, vise à rendre toute restauration impossible, forçant les autorités à choisir entre soigner les plaies ou garantir la survie immédiate de la population. 4 grands quartiers de Kiev sont désormais plongés dans l'obscurité pour une durée indéterminée. Les habitants, privés d'électricité, doivent affronter des nuits glacées, sans chauffage, sans communication fiable et dans une angoisse permanente du prochain assaut. Pour beaucoup, le quotidien se résume à des files d'attente pour obtenir de l'eau ou quelques minutes de recharge électrique dans des centres d'urgence. Sur le plan économique, l'impact est vertigineux. L'Ukraine, autrefois exportatrice d'électricité vers l'Europe, voit ses recettes chuter brutalement. Chaque jour sans courant représente une perte estimée entre 25 et 45 millions d'euros. Non seulement le pays ne peut plus honorer ses contrats, mais il doit désormais acheter de l'énergie à ses voisins à prix fort, aggravant son déficit commercial et fragilisant davantage sa monnaie. L'addition des dégâts grimpe à plus de 2 milliards de dollars, rien que pour le mois de décembre. Cette somme dépasse largement les capacités de l'État ukrainien, déjà épuisé par près de 2 années de conflit. Chaque centrale touchée, chaque sous-station détruite éloigne un peu plus la perspective d'un redémarrage industriel ou d'une relance économique durable. Cette spirale infernale a des répercussions sociales majeures. L'emploi s'effondre, les entreprises ferment par milliers et l'exode des familles s'accélère. L'absence d'électricité paralyse les hôpitaux, les écoles, les transports et même la production agricole. C'est la vie quotidienne, jusque dans ses gestes les plus simples, qui se retrouve totalement bouleversée. Face à l'aggravation de la situation, certains experts ukrainiens tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, sans perspective de victoire rapide et avec une économie au bord du gouffre, la seule issue raisonnable serait de négocier une paix immédiate, aussi difficile soit-elle à accepter. Car, jour après jour, la guerre enfonce l'Ukraine dans une spirale de ruines dont il sera difficile de s'extraire. La survie économique du pays et la stabilité politique sont aujourd'hui en jeu. Si les frappes se poursuivent, c'est l'existence même de l'Ukraine en tant qu'État souverain et viable qui risque d'être compromise. Dans les rues sombres de Kiev, le moral s'effrite et la confiance en l'avenir laisse place à la résignation. Au-delà des chiffres, c'est la vie quotidienne de millions d'Ukrainiens qui bascule dans l'incertitude.
Mais derrière ces coupures et ces ruines, ce sont surtout les visages et les histoires des habitants qui témoignent de l'impact humain de cette guerre invisible. Comment vivent-ils ce chaos au jour le jour? Quand tout s'effondre, où trouver des solutions? Cette question résonne dans une ville plongée dans le noir, alors que la guerre technologique bouleverse nos repères et nos réflexes de défense. Face à la vague d'attaques de drones intelligents, les défenses classiques révèlent leur impuissance. Tenter de stopper un essaim de machines capable d'identifier et de déjouer les positions de tir, c'est courir après l'ombre du danger. Les systèmes antiaériens, conçus pour un autre âge, s'épuisent à détruire des leurs ou à gaspiller des missiles précieux, laissant les vraies menaces frapper leurs cibles. Dans cette confusion, la guerre ne se limite pas aux armes. Elle se joue aussi dans la perception. Les autorités cherchent en permanence à désigner un responsable, que ce soit pour mobiliser l'opinion ou détourner l'attention des failles du système. Mais cette manipulation de l'information brouille la compréhension des enjeux et divise la population, rendant la solidarité plus fragile. Les décisions politiques, souvent centralisées et prises dans l'urgence, peuvent aggraver la situation. Privilégier l'image d'un contrôle illusoire plutôt que d'organiser l'évacuation ou d'alerter sur les risques sanitaires expose les civils à des pertes humaines évitables. Quand l'électricité devient une monnaie rare et que la sécurité vacille, l'intérêt collectif doit primer sur la communication de crise. C'est là que la résilience prend tout son sens. Sauvegarder les données essentielles, préparer des plans d'évacuation, renforcer les réseaux locaux d'entraide, chaque geste compte pour traverser la tempête. La solidarité de voisinage, la mutualisation des ressources et la capacité à improviser des solutions se révèlent parfois plus efficaces que les grands discours officiels. Mais une question demeure, lourde de conséquences. Sommes-nous vraiment préparés à une crise énergétique qui durerait des semaines, voire des mois? Si la leçon de cette nuit noire n'est pas entendue, la prochaine vague d'attaques nous trouvera aussi vulnérables, voire plus désemparés encore. Mais alors, qu'est-ce qui peut vraiment changer le cours des choses et existe-t-il une issue quand tout semble perdu? Regardons de plus près les choix qui s'offrent à une société prise au piège du chaos. À quel prix la résistance et où se situe la limite du supportable? Face à l'enchaînement des provocations et des représailles, l'Ukraine et sa population paient un tribut chaque jour plus lourd entre coupures d'électricité, pertes économiques et peurs permanentes. Le dernier épisode, où la mort d'un général russe provoque une riposte dévastatrice sur l'infrastructure énergétique de Kiev, nous force à regarder la guerre sous un angle nouveau, celui d'un conflit où ce ne sont plus seulement les soldats sur la ligne de front qui sont exposés, mais des millions de civils pris en otage de stratégies invisibles et implacables. La frontière entre sécurité collective et individuelle se brouille dangereusement. Quand les centrales électriques deviennent des cibles, les appartements s'assombrissent, le chauffage s'arrête, les médicaments manquent et l'eau potable devient rare. Pour chaque décision prise dans les cercles fermés du pouvoir, ce sont des familles entières qui affrontent l'hiver sans certitude du lendemain. La guerre moderne ne cherche plus seulement à vaincre l'ennemi sur le champ de bataille, elle veut briser le rythme de la vie, semer la panique, imposer la fatigue et l'usure psychologique. Où s'arrête le légitime besoin de se défendre et où commence la spirale de la surenchère qui ne laisse que des ruines. Chaque action entraîne une réaction dont le coût, en vies humaines et en infrastructures vitales, dépasse de loin le cadre militaire. Refuser de réfléchir à ces dynamiques, c'est exposer nos sociétés à des crises inattendues, car les paradigmes de la guerre ont déjà changé sans que nous en prenions pleinement conscience. Chacun de nous doit s'interroger. Sommes-nous prêts à accepter un monde où la sécurité se paie au prix fort, où la technologie sert à fragiliser tout un peuple, et où la ligne entre agresseurs et agressés se trouble chaque jour un peu plus? La véritable question n'est plus seulement militaire ou politique, elle est humaine, existentielle. Comment protéger ce qui compte réellement, quand la logique de représailles devient incontrôlable? Ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine éclaire nos vulnérabilités collectives. L'énergie, la désinformation, la dépendance économique sont désormais les angles d'attaque d'une guerre qui s'infiltre partout. Si nous choisissons de détourner le regard, demain d'autres sociétés pourraient connaître le même chaos, frappées par des décisions prises bien loin d'elles, dans le silence ou l'indifférence.